violinist and composer Andres joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses on that. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. Ensemble, ils ont conquis le monde classique. Mais aujourd'hui, elle lui dit adieu. Après un tournant tragique dans la santé d'André, tout a basculé. Derrière le glamour, quelque chose s'est brisé. Et tandis qu'André célèbre ses 75 ans de carrière, Marjorie s'en va discrètement. Qu'est-il arrivé à celles qui tenaient tout ensemble? Tout a commencé à se dégrader en 2012. Au sommet de sa gloire mondiale, André Rieu, surnommé le roi de la valse, n'avait pas l'intention de ralentir. Il remplissait les arènes avec son orchestre Johann Strauss, voyageait d'un continent à l'autre, jonglant sans relâche entre concerts, émissions spéciales télévisées et apparitions médiatiques internationales. Pendant des décennies, il a semblé intouchable. Aucun arrêt maladie, aucun retard, même le décalage horaire n'a pu le retenir. Mais en juillet 2010, un déclic s'est produit. Lors de vacances en Belgique avec sa femme Marjorie, André s'est réveillé à 3 heures du matin et le monde autour de lui s'est mis à tourner. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Le plafond se tordait, les murs s'inclinaient. Il avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Il était trempé de sueur et accablé de nausées, et il ne pouvait plus se tenir debout. Au début, il n'y prêtait pas attention. C'était peut-être simplement de l'épuisement. Il avait travaillé dur, enchaînant enregistrement studio, cours d'espagnol et préparation de tournée de dernière minute en une seule semaine. Il croyait même que rester heureux et productif pouvait lui permettre de se protéger de la maladie. Mais là, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait supporter avec le sourire. Au matin, les vertiges persistaient. Au contraire, ils s'aggravaient. Les médecins diagnostiquèrent une névrite vestibulaire, une infection virale qui touche l'oreille interne et perturbe le nerf vestibulaire. C'est le nerf responsable de l'équilibre. Lorsqu'il est enflammé, le cerveau reçoit des signaux confus, provoquant des vertiges extrêmes, une désorientation et le mal des transports. Pour André, ce fut un choc dévastateur. Il ne souffrait pas seulement d'un léger vertige. Il ne pouvait pas marcher droit. Il ne pouvait pas répéter. Il ne pouvait même pas tenir son violon sans avoir l'impression que la pièce s'écroulait. Et c'est là que ça a commencé. Il avait un concert prévu la semaine suivante à Amsterdam. Ce n'était pas une petite performance, un concert à guichet fermé, avec 60 spectateurs au rendez-vous. Mais cette fois, pas de retour miraculeux. Son médecin lui a dit que le seul traitement était le repos. Et c'est là que tout a commencé à dégénérer. Pas seulement pour André, mais aussi pour Marjorie. Marjorie Rieu n'est pas seulement son épouse. Elle est la force tranquille derrière tout ce qu'il entreprend. Professeure de langues de formation et compositrice de formation, elle est mariée à André depuis 1975. Cela représente plus de 4 décennies de partenariat, non seulement romantique, mais aussi créatif, logistique et émotionnel. Pendant qu'André parcourt le monde, Marjorie gère le côté commercial de l'Empire. Elle écrit, elle gère, elle protège son temps et son énergie. Mais en 2010, il n'y avait pas de business plan pour cela. André a dû annuler sa tournée australienne, puis il a annulé ses concerts au Royaume-Uni. Il ne s'agissait pas de petits concerts locaux. Il s'agissait d'événements majeurs impliquant des centaines d'emplois, équipes d'éclairage, musiciens d'orchestre, régisseurs, équipes de transport. Au total, 120 personnes comptaient sur lui pour leur salaire. Ses frais généraux mensuels, plus de 825 €, sans compter ses revenus personnels. Ainsi, lorsqu'il est tombé malade, ce n'était pas seulement une crise personnelle. C'était une véritable tempête économique. Et Marjorie était aux commandes. Depuis leur château du 15e siècle à Maastricht, un lieu dont André rêvait depuis son enfance, Marjorie maintenait l'entreprise à flot. Elle s'occupait des communications. Et surtout, elle s'assurait qu'André se concentrait sur sa guérison, même lorsqu'il voulait surmonter la maladie. Parce qu'il avait essayé, il a continué à insister, à demander des médicaments, à essayer de marcher, à s'entraîner. Mais rien n'y faisait. Son corps refusait. C'est Marjorie qui le lui rappela. Ce n'était pas une épreuve de force, mais de survie. L'ironie, cela arrivait après des années où André se croyait immunisé contre le burn-out. Il était tellement convaincu que son esprit pouvait contrôler son corps, que seule la positivité pouvait le protéger de l'effondrement. Mais même l'artiste le plus passionné a ses limites. Et cette fois, il a atteint les siennes. Pendant 3 mois consécutifs, il n'a pas pu partir en tournée. Il pouvait à peine sortir du lit. Il avait honte, comme s'il laissait tomber tout le monde. Il n'avait même plus l'énergie de jouer avec ses petits-enfants. À un moment donné, il comparait sa transpiration constante à la ménopause. Il en plaisantait. Mais la vérité était claire.
ce n'était pas seulement un virus de l'oreille, c'était un signal d'alarme. Les médecins ont effectué des examens. Il a subi un scanner cérébral pour exclure une tumeur. Les résultats étaient normaux, mais la convalescence a été brutale. Pas de pilule, pas de remède miracle, juste une rééducation de l'équilibre, de la kinésithérapie et une série d'exercices fastidieux mais nécessaires. Se tenir debout sur une jambe, tracer des 8 avec les pieds, bouger les yeux de gauche à droite, de haut en bas, tous les jours, 3 fois par jour pendant une demi-heure, lentement et douloureusement. Cela a fonctionné, mais même si André commençait à se rétablir physiquement, le fardeau émotionnel ne s'atténuait pas. La peur d'une rechute planait sur tout. La névrite vestibulaire présente un taux de rechute d'environ 5% et le stress est l'un des principaux déclencheurs. André a donc dû tout repenser, non seulement son emploi du temps, mais aussi sa vie. Et c'est là que Marjorie est intervenue à nouveau. Elle l'a aidé à dresser 2 listes. L'une d'elles regroupait tout ce qu'il aimait dans son travail. Jouer de la musique, donner des concerts, enregistrer des albums. L'autre chose, tout ce qui l'épuisait. Reunion, négociations commerciales, conference, événements de presse, gestion des opérations. La deuxième liste était beaucoup plus longue. Alors, ensemble, ils l'ont raccourci. Ils ont vidé son calendrier. Ils ont changé ses priorités. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, ils se concentreraient uniquement sur la musique et laisseraient Marjorie le protéger du reste. Cette décision n'était pas seulement liée à la charge de travail. C'était une question de survie. André semblait peut-être invincible sur scène, mais Marjorie savait qu'il n'en était rien. Elle le voyait au plus bas, transpirant à cause de la fièvre, cherchant difficilement son équilibre, gênée à l'idée même d'aller aux toilettes. Et elle se tenait à ses côtés, veillant à ce que le monde ne voie jamais à quel point il était proche de le briser. Leur partenariat n'avait jamais été une question d'éclat. Marjorie le rejoint rarement aux concerts ou aux apparitions publiques. En fait, elle a dit un jour qu'elle ne voulait pas être définie comme l'épouse d'André Rieu. Elle a sa propre identité, son propre travail, son propre esprit. Mais dans des moments comme celui-ci, on perçoit la force qui se cache derrière. Ensemble, ils ont élevé 2 fils. Aujourd'hui, ils ont 5 petits-enfants. Ils vivent dans le château même où André prenait des cours de piano lorsqu'il était enfant. Et malgré toute la célébrité, tout le chaos, toute la musique et tous les projecteurs, Marjorie a gardé les pieds sur terre, même quand le monde s'est mis à tourner. En 2013, André était de retour sur scène. Il s'est rétabli plus vite que prévu par les médecins. Les exercices oculaires, la thérapie et les changements de mode de vie l'ont aidé à se stabiliser. Mais la peur n'a jamais complètement disparu. Et pour Marjorie, le rôle a changé. Elle ne se contentait plus de soutenir un musicien en tournée. Elle regardait l'homme qu'elle aimait affronter ses limites et faire tout ce qu'elle pouvait pour l'empêcher de retomber dans cette situation critique. Alors, quand les fans voient André aujourd'hui, souriant, valsant, dirigeant un orchestre de 60 musiciens, ils ne savent pas toujours ce qu'il en a coûté pour entretenir ce rêve. Et ils ne voient certainement pas la femme qui a aidé à rassembler les pièces du puzzle quand tout a commencé à s'effondrer. Mais Marjorie sait, car ce n'était que le début. Et en 2017, André a dû faire face à un signal d'alarme. Une situation qui l'a forcé à réfléchir encore plus profondément à sa santé, à ses choix et à ce qui comptait vraiment. Cette fois, la pression ne venait pas d'un virus ou d'une tournée annulée. Elle venait de l'intérieur. Après un deuxième problème de santé majeur en quelques années, André a compris qu'il fallait changer quelque chose de façon permanente. Tournées non-stop, gestion d'un orchestre de 60 musiciens, supervision de la logistique de production et satisfaction d'une communauté de fans internationale. Tout cela a rapidement pris de l'ampleur. Son corps arborait le drapeau blanc. Et cette fois, il a écouté. C'est alors qu'il a fait appel à des renforts, un coach personnel, un nouveau régime alimentaire et une nouvelle routine axée sur la force, l'endurance et un repos régulier. Ce n'était pas une question de vanité, c'était une question de survie. Il commença à s'entraîner régulièrement, non seulement pour suivre le rythme exigeant de son orchestre, mais aussi pour éviter de tomber de scène. Littéralement, son entraîneur a ajusté ses repas, surveillé ses mouvements et l'a aidé à se reconstruire de l'intérieur. Et les résultats étaient impossibles à ignorer. Il se sentait mieux, dormait plus profondément et bougeait plus vite. Mais ce n'était pas tout. Sun Orchestra, inspiré par le changement de direction de son chef, s'est joint à lui. Bientôt, tout l'orchestre de Johann Strauss était de la partie. Les musiciens réservaient des séances dans les salles de sport des hôtels, organisaient des cours de Zumba et s'inscrivaient même à des marathons pendant leur tournée. L'ambiance en coulisses avait changé.
La santé est devenue une partie intégrante de la routine, pas une considération secondaire. Et si vous vous demandez comment un septuagénaire parvient à suivre des émissions diffusées de 20h à minuit sur plusieurs fuseaux horaires pendant 5 ou 6 jours d'affilée, voici comment. Du repos, de la discipline et le soutien d'une équipe qui le suit. Aujourd'hui, André garde un cercle restreint. Il garde des photos de famille dans son étui à violon. Ses fils lui envoient des photos de leurs petits-enfants par SMS avant chaque concert. Il porte son alliance sur une chaîne, et non au doigt, pour éviter les accidents sur scène. Ce ne sont pas de simples rituels, ce sont des ancrages. Quand on voyage d'une ville à l'autre et qu'on s'épanche sous les projecteurs, de petits souvenirs de chez soi peuvent nous aider à garder les pieds sur terre. Et en parlant de chez elle, ce château de Maastricht, c'est plus qu'un simple symbole de réussite. C'est là que Marjorie attend, observant chaque performance depuis les coulisses. Loin des caméras, elle n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour faire sensation. Depuis plus de 40 ans, elle a façonné chaque décision en coulisses, écrivant sa biographie, l'aidant à organiser ses concerts, gérant la logistique et le gardant concentré sur l'essentiel. Leur relation est toujours animée par la même énergie qui les a unis dans les années 70. Elle était professeure de langues à Nimègue. C'était le garçon qu'elle avait rencontré à la fête de Saint-Nicolas de sa sœur. Lorsqu'ils se sont retrouvés des années plus tard, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont tombés amoureux très vite. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les parents d'André doutaient que Marjorie soit la personne idéale. Son côté « flower power » contrastait avec leurs attentes strictes. Malgré tout, ils ont persévéré. Tous deux venaient de familles disciplinées. Tous deux avaient été élevés dans le travail acharné. Cette motivation devint le fondement de tout ce qu'ils construisirent. En 1978, André rejoignit l'Orchestre symphonique de Limbourg et joua dans le salon groupe de Gemma Serpenti. À la même époque, Marjorie apprit qu'elle était enceinte. Ils jonglaient entre la famille, l'enseignement, la musique et la recherche de concerts dans des maisons de retraite. Dire que la vie était trépidante serait un euphémisme. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Marjorie a aidé à rédiger les points de discussion entre les chansons. Elle a organisé les brochures. Elle a tenu des stands pour réserver des concerts. À une époque, ils donnaient des concerts gratuits devant quelques dizaines de personnes dans de petites salles, tout en rêvant de théâtre et de tournées mondiales. Quand ils ont percé, grâce à leur album Strauss & Company de 1994 et au succès viral The Second Waltz, ce n'était pas un hasard. Ils ont dû construire leur propre groupe, pierre par pierre, pendant des années. Pourtant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Cette réplique du château de Schönbrunn de 2008 les a presque ruinés. Marjorie a passé des nuits blanches à voir l'argent affluer plus vite qu'il n'arrivait. Mais elle est restée calme, prudente et réfléchie. Leur fils Pierre a fini par rejoindre l'entreprise et a ajouté un sens. Des affaires supplémentaires pour contrebalancer la passion artistique d'André. Aujourd'hui encore, elle garde ses distances avec la célébrité. Pas de nouvelles photos, pas d'interviews publiques, sauf nécessité. Elle voyage sous son nom de jeune fille et évite d'être reconnue. Ce n'est pas de la timidité, c'est une intention. Alors qu'André se montre de plus en plus public à chaque tournée, Marjorie se met en retrait, créant un équilibre qui leur permet à tous deux de respirer. À la maison, André ralentit son rythme. Il prépare des repas bio, soigneusement planifiés. Ils passent des moments tranquilles dans leur coin préféré, l'orangerie. Conçu par André lui-même, ce jardin intérieur regorge de plantes exotiques, de papillons colorés et de carpes koi qui nagent sous des fresques murales de style toscane. C'est son refuge après le chaos des tournées. Et c'est là qu'il se ressource, avant la prochaine grande aventure. Mais comment André a-t-il développé une telle ténacité? Qui lui a appris à tout miser sur son rêve? Même lorsque les chances étaient contre lui, la réponse remonte à un homme. Son beau-père juif, qui a façonné son état d'esprit, et peut-être le véritable secret du succès d'André Rieu. Edgar Kochman n'était pas célèbre. Il ne montait pas sur scène et ne tenait pas de baguette. Mais sa présence transparaissait dans chaque note jouée par André. Edgar était un survivant de l'Holocauste. Son père s'est enfui de Berlin en 1932 pour se réfugier à Maastricht. 2 ans plus tard, le reste de la famille l'a suivi. Edgar se cache pendant la guerre, protégé par une jeune Hollandaise nommée Nelly Imel, qui deviendra plus tard sa femme et la belle-mère d'André. Nelly risqua le tout pour le tout. Elle rejoignit la résistance néerlandaise et aida des familles juives à survivre. Des années plus tard, André reçut une lettre d'une famille israélienne, remerciant Nelly d'avoir sauvé la vie de leur grand-mère.
Ce moment resta gravé dans sa mémoire, non pas comme un lointain souvenir du passé, mais comme un rappel de l'héritage que son mariage lui avait laissé. Et puis vint la collection de disques d'Edgar. Lorsqu'André épousa Marjorie en 1975, il ne se contenta pas de trouver une compagne. Il entra dans un nouveau monde sonore. Le bien le plus précieux d'Edgar n'était ni l'argent, ni les souvenirs. C'était une collection de vinyles de plus de 300 disques. Cette collection lui a fait découvrir un nouveau rythme, un nouveau langage et une toute autre facette de la musique. Jusque-là, André avait grandi entouré des géants de la musique classique. Bach, Beethoven et Bruckner. Mais les disques d'Edgar l'ont fait découvrir l'univers de l'opérette, des mélodies des années 1920 et, bien sûr, celui des Beatles et des Rolling Stones. Pour quelqu'un élevé dans un milieu musical strict et formel, c'était comme découvrir la couleur pour la première fois. André ne s'est pas contenté d'écouter. Il s'est imprégné de l'œuvre. Cette collection de disques est devenue la base des premières représentations du Maastricht Salon Orchestra. Cela a façonné le répertoire, l'ambiance et même l'image de marque. L'énergie, le mélange de plaisir et de nostalgie, tout cela provenait du goût d'Edgar et de l'influence précoce de Marjorie. L'impact d'Edgar n'était pas technique, il était émotionnel. Il a appris à André à se connecter à l'âme derrière le son. Des décennies plus tard, cette influence est toujours palpable. À presque chaque concert, André interprète une version de Hava Nagila, le morceau emblématique du klezmer. Son interprétation de 2010 est l'une des vidéos de musique classique les plus regardées en ligne, avec plus de 14 millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas un hasard. C'est un hommage à Edgar, à l'histoire, à la résilience de ceux qui ont construit quelque chose de nouveau après avoir tout perdu. André porte toujours ce poids avec fierté. Lorsqu'il joue en Israël, la réaction est électrique. Les drapeaux flottent, la foule rugit, et il répond avec des chansons locales comme Jerusalem of Gold, mêlant chaque culture à sa tournée mondiale. Il se produit à Tel Aviv depuis 2018, et chaque concert a davantage ressemblé à des retrouvailles qu'à un spectacle. En coulisses, l'histoire d'Edgar continue de le guider. André sait d'où vient de la famille. Il sait à quel point tout était proche de la fin avant même d'avoir commencé. Et c'est précisément pour cela qu'il célèbre la vie en musique. Son message est simple. Continuez à danser, continuez à rêver, continuez. Même pendant le confinement, alors que les scènes étaient vides et les concerts annulés, André est resté actif. Il a préparé des gâteaux pour son quartier. Il a compilé des images de concerts passés pour un concert virtuel spécial, Maastricht Magique. Cet événement a été diffusé en streaming du 19 décembre au 3 janvier, permettant aux fans du monde entier de vivre l'émotion, l'énergie et la nostalgie depuis chez eux. Il n'a pas ralenti. Au contraire, il a redoublé d'efforts. D'ici 2025, il fêtera son 75e anniversaire avec un événement cinématographique mondial. Le rêve continue. Ceci n'est pas seulement un résumé de ses plus grands succès. Un billet de premier rang pour un héritage. De New York à Vienne. De Bahreïn à Sydney, André propose un voyage à travers ses concerts internationaux préférés. Un moment fort, une version grandiose de Musique de la nuit, tirée du fantôme de l'opéra. Un autre, un duo émouvant avec son frère Robert, où ils chantent Pie Jésus et évoquent leurs souvenirs d'enfance à Maastricht. Entre deux morceaux, André se confie. Partageant histoires, souvenirs et leçons d'une vie faite de passion et de persévérance. Et puis il y a Emma. Depuis 2024, elle parcourt le monde avec André et l'orchestre Johann Strauss. Elle s'est rendue au Mexique, au Chili, à Bahreïn, en Colombie et ailleurs. Sa présence sur scène est un signe important. L'histoire d'André continue de s'étoffer. Il ne compte pas ralentir. Il fait appel à de nouvelles voix, de nouveaux visages, et perpétue la tradition grâce à la collaboration. Et quand on pense à l'ampleur de tout cela, comment un jeune Maastrichtien, muni d'un violon d'occasion, est devenu l'un des artistes classiques les plus vendus au monde. On commence à saisir la situation dans son ensemble. Un homme élevé dans une tradition stricte. Un jeune couple organisant des concerts dans des maisons de retraite. Un rêve nourri par les disques vinyles et la survie en temps de guerre. Une carrière à travers les continents, les générations et les genres. Tout repose sur cette influence discrète. Celui qui n'a jamais été sous les feux des projecteurs, mais qui a toujours veillé à ce qu'il brille. Edgar Kochman a contribué à façonner l'âme de la musique, et Marjorie l'a perpétué, intégrant l'héritage de son père dans chaque décision, chaque arrangement, chaque tournée. Alors, quand Marjorie se retire aujourd'hui, disant au revoir aux projecteurs, aux bus de tournée, aux longues nuits en coulisses, ce n'est pas parce qu'elle a terminé, c'est parce qu'elle a fait sa part.
Le monde voit André. Mais c'est elle qui a posé les fondations. Elle a porté le rêve alors qu'il n'était qu'une étincelle. Et maintenant, alors qu'André joue à guichettes fermées à Sydney, Vienne et Tel Aviv, Marjorie l'observe depuis un coin tranquille, sachant que chaque note porte leur histoire. Du Berlin déchiré par la guerre au stade bondé des 5 continents, ce voyage n'a pas commencé par la célébrité. Il a commencé par l'amour, les disques, la résilience et un soutien qui ne demande jamais de reconnaissance. Alors, quelle sera la prochaine étape de la musique? C'est la dernière question.